Bene, buonasera, benvenuti a questo ultimo incontro del pomeriggio in teatro. Poi stasera, come forse saprete da programma, ci sono dei festeggiamenti degli anniversari delle edizioni Casagrande e della collana CH con diversi autori che parleranno e poi una performance musicale di Michael Fer. Ora, in questo incontro abbiamo come ospite Elisa Guerghiera e Lorenzo Flabbi. Elisa è autrice di due romanzi pubblicati da Vertical Gallimard e sono due romanzi che parlano un po' come anche di due parti della sua vita. La prima in Bulgaria, da paese da cui viene, e la seconda parla del suo arrivo in Francia e quindi visto il tema penso che ci concentreremo di più su questo secondo romanzo. Quindi le do il benvenuto, sono molto felice che abbia accettato di venire qua a Babel e sono anche molto felice che abbia accettato di parlare con Elisa Lorenzo Flabbi, che è stato protagonista già di un incontro stamattina e che è un traduttore e anche fondatore della casa editrice L'Orma, e come traduttore rispetto a questa situazione di questo Babel, tra i vari autori che ha tradotto, soprattutto ha tradotto Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022 e scrittrice che affronta temi che sono molto rilevanti per il nostro festival, e lui anche insomma, è stato l'editore che l'ha portata in Italia, e per questo incontro ha tradotto alcuni passi che poi sentirete letti da entrambi. Quindi io lascio la parola a loro due e buon incontro. Grazie. Et bonsoir à tous et à toutes. Et donc, bonsoir surtout à Elisa Georgieva. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. C'est un écrivain qui m'a tout de suite charmé dès la première page. On comprend tout de suite votre démarche littéraire, alors qu'il y a certains auteurs pour lesquels on a besoin de plusieurs pages, des rentrées dans une histoire. Dans votre cas, je trouve, personnellement, j'ai tout de suite compris les tons de votre écriture. Et donc, ce qui est les projets littéraires, pas, disons, dans sa totalité, mais du moins la direction que vous prenez d'un point de vue littéraire. Mais il faut savoir, Elitsa est entre autres écrivaine, mais son parcours, votre parcours littéraire, donc se décline sur un double versant. L'autre facette importante, disons, j'imagine que votre créativité peut avoir aussi d'autres façons d'être exploitée par vous-même, mais c'est l'audiovisuel. Donc, il y a ces deux versants. Comme cinéaste, j'hésite à dire réalisatrice, parce que dans l'Odyssée des filles de l'Est, votre dernier livre, vous mentionnez que Godard n'aimait pas ce mot, donc le mot réalisateur. Donc du coup, je dis cinéaste. Comme cinéaste avec Chaque mur est une porte, vous avez, disons, déjà fait un premier long métrage qui a eu de très bonnes reconnaissances, et avec Notre endroit silencieux, le tout dernier de vos ouvrages audiovisuels, que vous avez, si je ne me trompe, finalisé en Italie, à la Villa Médicis, c'est peut-être vrai, par une bourse à l'époque. Je l'ai écrit en partie là-bas, mais Juste écrit en par partie. contre, je l'ai présenté au Festival Vision du Réel à Nyon. C'était la première était en Suisse. Voilà, ok, donc mieux encore. Et qui aborde certains des arguments qui sont présents aussi dans votre autre livre, c'est-à-dire le dépaysement, donc l'histoire de quelqu'un qui est votre... il était, disons, Aliona Glukova, votre alter ego biélorusse, je dirais, et c'est l'histoire aussi de l'écriture de son roman « Dans l'eau, je suis chez moi ». Et donc, c'est une histoire dont je vous demanderai de parler un peu. Mais tout d'abord, la première question que je voulais vous poser aujourd'hui, pour vous connaître mieux et alterner des questions à des lectures, à des extraits de vos ouvrages. Dans votre parcours, donc, vous êtes parti en France quand vous avez 18 ans pour étudier le cinéma d'abord. Vous vous sentez d'abord cinéaste, donc c'était plutôt l'audiovisuel qui est né, ou l'écriture, donc écrivaine.
lequel de deux était plus fort et le premier à s'imposer? Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à Matteo et au Festival pour l'invitation. Merci Lorenzo. Alors, en fait, la littérature ou le cinéma, c'est vraiment une des questions que je me pose tout au long, mais enfin, je ne choisis pas. J'ai d'abord commencé quand même... Enfin, la littérature est entrée très tôt dans ma vie, donc en revanche, j'avais une mère qui est... j'ai toujours une mère, mais elle était journaliste. Et donc, j'avais aussi l'image quand même qui m'a accompagnée dès l'enfance. Donc, c'est vrai que les deux sont très liés. Oui, parce qu'elle était journaliste à la télévision. Et quand j'étais enfant, je la voyais à la télévision et je voyais les images que son émission proposait. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment grandi entre les deux. Et aujourd'hui... Je pense que les deux sont liés. D'ailleurs, le deuxième film dont on parlait, il raconte justement comment on écrit dans une autre langue. Qu'est-ce que c'est que vivre entre plusieurs pays et entre plusieurs langues. Donc c'est vrai que c'est vraiment un film sur la littérature et la création littéraire. Donc les deux sont quand même très liés. Et c'est vrai que ce deuxième roman, ça revient justement sur comment on décide de devenir cinéaste. Alors, peut-être que je ne serais pas venue réalisatrice si j'étais restée en Bulgarie. C'est vrai que c'est en arrivant en France et en me confrontant à la langue étrangère, à l'impossibilité de tout de suite m'exprimer. J'essayais à l'époque, d'ailleurs je faisais aussi du théâtre, et j'essayais d'écrire des dialogues ou des petites pièces comme ça pour commencer dans des ateliers d'écriture, et on me disait que on ne comprend rien, il faut que je prenne d'abord le français. Et alors, je me suis dit, dans ce cas, je vais faire du cinéma, puisque je vais filmer, comme ça, je n'aurai pas besoin de parler. Et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier le documentaire. Aussi, probablement, parce que c'est une manière de regarder les autres et le temps de trouver sa place. Quand on est trop jeune, à 18 ans, je ne me sentais pas encore d'écrire des romans. Enfin, je pense que j'avais plus envie d'explorer le monde. Voilà. Très longue réponse, mais... Donc, vous avez commencé la littérature très tôt, vous venez de dire, non? Et vous l'avez commencé en bulgare, j'imagine, comme langue. C'est-à-dire, vous avez commencé à écrire avant d'être publié, parce que Les Cosmonautes ne font que passer, qui est sorti en 2016 chez Vertical, et votre premier livre publié en français. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des livres qui ont été écrits par vous avant de ce livre en français, en bulgare? Non, parce qu'en fait, je n'avais pas écrit pendant 10 ans. Enfin, quand j'étais en France au début, je faisais que essayer de faire mes films. Et c'est ça qui m'a ramenée à l'écriture, puisque en fait, je me trompais donc en disant que je vais faire du cinéma puisque je ne vais pas avoir besoin d'écrire. En vrai, aujourd'hui, on doit écrire et scénariser ses propres films. Donc, c'est cette écriture-là de scénario de documentaire, mais très, très mis en scène, qui m'a ramenée à la littérature. Mais c'est vrai que j'ai recommencé, du coup, beaucoup plus tard. Okay. Ce qui aurait probablement, encore une fois, pas été le cas si j'étais restée en Bulgarie, où j'étais très, très concentrée sur la littérature et le théâtre et les écritures scéniques. Voilà. Alors, pour ceux qui vous n'ont pas lu, les Cosmonautes ne font que passer, deux mots, trois mots, donc raconte l'histoire d'une héroïne qui veut devenir son héros, qui est Yuria Gagarin. Et le livre est dédicacé à votre grand-père, vrai communiste, ou avant-grand-père. Le deuxième livre, donc encore sur une sorte de recherche de quête d'identité, c'est très fort les liens avec votre pays d'origine dans vos livres. Donc l'Odyssée des filles de l'Est raconte l'histoire de cette fille qui vient donc jeune, et je dirais c'est presque de l'autofiction, on peut le dire, en partie donc à la fin des années 90, au début des années 2000, donc il y a aussi l'11 septembre, ces moments que tout le monde se rappelle, et qui arrivent en France avec une quête, je dirais, d'identité. Elle se reconnaît comme fille de l'Est, elle se reconnaît ça parce que les autres lui disent qu'elle est une fille de l'Est. Mais qu'est-ce que c'est une fille de l'Est ? Elle le cherche, elle se demande qu'est-ce que ça veut dire.
Et elle l'apprend au fur et à mesure. Et à la fin, on n'est pas sûr qu'elle l'ait compris. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est une fille de l'Est d'abord? Et vous voulez nous parler de votre rapport avec cette quête d'identité? Oui, alors évidemment, c'est une quête qui, dans le roman, est un peu humoristique. J'avais quand même compris dans la vraie vie ce que c'est une fille de l'Est, enfin en tout cas ce que ça évoque dans l'imaginaire des Français. Mais pour écrire ce livre, ce qui était quand même un retour justement sur cette arrivée en France il y a 20 ans, j'ai fait quand même des recherches un peu comme le personnage, sauf que je suis un peu moins naïve qu'elle. Mais c'est vrai que si vous tapez fille de l'Est ou si vous tapez même bulgare dans les recherches, et je suis allée dans les archives en France pour voir à l'INA, en Bibliothèque nationale, pour être sûre quand même de quels moyens ont été employés ces expressions. Eh bien, c'est vrai que c'est très très associé à la prostitution. Et les articles, parce que donc c'est un roman qui raconte en partie l'histoire d'une étudiante qui arrive en France, qui est très naïve et qui ne sait pas justement quel est le sous-entendu de cette fameuse identité. Et elle est très naïve, elle est très contente de découvrir la France. Elle va être étudiante en cinéma, donc c'est un hasard, mais voilà. Et de l'autre côté, il y a une femme beaucoup plus âgée qui aussi arrive en France, mais elle est obligée au début de se prostituer. Et puis petit à petit, voilà, elle trouve des moyens de se libérer de son proxénète et va quand même continuer à travailler. Donc les deux vont se rencontrer, voilà, sans raconter trop, mais c'est important de dire que c'est quand même deux parcours de femmes qui sont différentes, mais c'était important de voir justement quelles sont les identités auxquelles on les assigne, ou quelles sont les caricatures qu'on en fait, ou les stéréotypes, etc. Quel est l'imaginaire qu'il y a derrière ces mots qui les désignent. Voilà. Et quelle était la question? Non, justement, c'est une question sur la quête d'identité. Évidemment, entre autres, j'ai fait présent aux gens en salle, les filles de l'Est sont entre autres des sportives de haut niveau blondes qui vieillissent mal. Et c'est un des passages où on comprend petit à petit qu'est-ce que c'est, entre autres, donc filles de l'Est, c'est ça, évidemment. J'imagine que vous aviez imaginé plus tôt qu'est-ce que ça voulait dire. Mais disons, la question de l'identité, autant que migrant, ça passe beaucoup à travers la conscience de la langue. Et vous êtes devenu après écrivaine, donc justement c'est encore plus fort ce passage. Il y a un passage où vous mentionnez fait que quand vous faisiez des blagues en bulgare, vous étiez drôle et naturel, alors qu'en français, vous êtes littéral, vous êtes le personnage, justement, dit je suis littéral, et les blagues ne font pas rire de la même façon. C'est quelque chose qui, effectivement, ça arrive quand on n'a pas encore, quand on ne domine pas non, les langues. Est-ce que vous sentez, vous avez eu un moment où vous vous êtes aperçu que votre identité bulgaro-française était devenue une? Est-ce que ça est devenu même les moments où vos blagues ont commencé à faire rire dans la vraie vie, par exemple? Là, avec ces romans, j'espère qu'ils se veulent un peu burlesques. Mais c'est vrai que oui, c'est que l'humour, les expressions, c'est tous les aspects ludiques de la langue viennent beaucoup plus tard, et c'est très frustrant quand on est étranger ou quand on est artiste. C'est difficile d'être un peu contrainte et pas toujours compris, mais évidemment avec les années les choses entrent dans l'ordre, enfin en tout cas voilà. Après oui, après c'est une manière de rire de tout ça aujourd'hui et d'être vraiment à la limite. Disons que l'humour, ça permet aussi d'amener quelque chose de plus fantaisiste dans ces situations qui sont quand même plutôt difficiles. Et ça, c'était vraiment un choix dès le début. C'est le même choix que pour mon premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, qui raconte aussi quelque chose de difficile parce que c'est la fin du régime communiste en Bulgarie. Ce sont les années de crise, une grande crise sociale et économique. Et en fait, l'humour, ça permet de ne pas revenir sur cette histoire d'une manière, pour la énième fois, un peu misérabiliste et voilà, mais de trouver aussi d'autres
voilà, d'autres portes pour l'imaginaire. Et là, c'est pareil. Je voulais que, par exemple, l'histoire de cette travailleuse de sexe soit racontée un peu comme elle se raconte elle-même, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour noir, très typique pour nous en Europe de l'Est, je pense, parce que souvent dans les moments de crise ou dans les moments très difficiles, ben, on a recours à des blagues. Voilà, donc voilà pourquoi l'humour. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu plus clair. Après, c'est vrai que c'est super quand on écrit et qu'on commence à comprendre ces décalages. Ça aide justement à faire quelque chose de drôle aujourd'hui. C'est-à-dire que ces moments d'incompréhension, ça crée des situations encore plus surréalistes. Bon, déjà qu'à être à la préfecture de Lyon, de Paris, c'est déjà surréaliste comme situation, mais si en plus on ne comprend pas les mots ou les choses qu'on vous demande et on s'imagine on s'imagine des choses de manière très littérale, alors ça permet justement de donner d'autres images à voir, quoi. Oui, je confirme tout à fait que ça fait beaucoup rire. Les pages de vos livres sont tout à fait une réussite de ce point de vue. Est-ce qu'on veut justement faire goûter un peu notre public aujourd'hui, même en partant du début des premières pages, non, du roman. Du coup, puisqu'on en parle, on peut, voilà, exactement, de lire les les premières pages de l'Odyssée des filles de l'Est. Voir si on va les lire en français. Après, je vais les lire en italien dans la traduction que j'ai préparée exprès. Voilà. Donc, c'est le premier chapitre qui s'appelle « La République est une planète curieuse ». Tu te transformes depuis des heures, tantôt en grenouille, tantôt en sculpture de la Renaissance tardive, un peu comme celle qui se dresse devant toi, représentant Pierre Dupont, chansonnier du XIXe siècle, selon le grand Larousse, décorant l'immense portail noir de la préfecture de Lyon. Et toi, tu ressasses ton discours républicain au milieu d'autres sculptures gelées. Tu t'es même quelque peu assoupi sur ton pied droit, position digne d'un modèle vivant, et dans ton demi-sommeil, tu médites la possibilité de tenir la pose professionnellement. La France est un pays rempli de poètes et de peintres, et devenir leur modèle s'avère un métier comme un autre qui suppose certes d'être nu, mais aussi souple et surtout patiente, ce dont tu sais maintenant être capable. Tu te trouves même d'une patience exemplaire lorsque tu sens un petit coup de coude heurter ton épaule de manière répétitive et tu te demandes s'il est permis de tripoter ainsi un modèle vivant qui reste patiemment dans le froid depuis des heures. Ça finit par te réveiller et tu constates que A. Tu es habillé, B. Tu es devant la préfecture de Lyon et C. Enfin ton tour, te dit dans la queue une inconnue bien intentionnée, quoique un brin jalouse de devoir, elle, continuer de patienter dans le froid comme une sculpture angoissée. Le bureau est posé sur une estrade qui t'émerveille. La préfecture, le soir, se transforme-t-elle en lieu de spectacle ? Par conséquent, la dame est assise en vis-à-vis, s'élève bien plus haut que toi, comme dans Brésil, ton film préféré. La dame te demande assez froidement quelles sont tes raisons de venir en France et combien de temps tu comptes y rester. Tu te lances alors dans ton discours composé à l'aide du grand Larousse et de son frère cadet, le petit Larousse du savoir-vivre. Mais plus la dame fronce les sourcils, plus les informations apprises se brouillent dans ta tête et sortent de manière désordonnée. La France est le pays de la liberté, du fromage et des tramways qui parlent, un pays où la mode est intemporelle et on ne lèche pas son pouce pour décoller et compter des billets de banque, par exemple. C'est un pays avec plus de 80 millions d'animaux domestiques, dont 10 millions de chats, 8 millions de chiens, le reste se partageant entre poissons, petits rongeurs, oiseaux et tortues. En somme, la France n'est pas comme la Bulgarie, c'est un pays où tout est fabuleux, comme Amélie Poulain, et en plus ta mère n'est pas là, et on ne travaille que 35 heures par semaine, et personne ne jette sa poubelle par la fenêtre. C'est pourtant le hasard ou une erreur administrative qui t'ont propulsé dans ce pays merveilleux comme une fusée chanceuse. Tu as obtenu ton inscription à l'université phare. La France est par ailleurs dotée de plein de peintres et de poètes, La Fontaine, le Molière et la Sylvie Vartan, justement bulgare à l'origine comme moi, et surtout chanteuse préférée de ma grand-mère, essaye-tu de personnaliser, en expliquant que tu as choisi des études en art du spectacle. Quel meilleur choix, vu le contexte, puisque tu as 9 mois et 2 jours pour prouver à ta mère que tu es une personne sérieuse, que tu peux trouver un travail et, in fine, réussir en France, sans quoi tu rentreras dans ton pays tel un Ulysse ultra rapide. La dame de la préfecture effectue un mouvement de tête
à peine perceptible que tu interprètes dans un élan d'optimisme comme l'expression de ses sentiments distingués ou au moins comme un adoucissement temporaire. Mais en fait, elle n'est pas du tout contente. Tu étais simplement censé montrer ton inscription à l'université phare et maintenant que tu as ouvert cette brèche, la dame décide de t'y enfoncer. Elle te rappelle que tu es étudiante étrangère et selon les règles de la République actuelle, tu n'as pas le droit de travailler pendant ta première année d'études. Tu es censé devenir de ton pays avec 25 000 francs au moins sur ton compte bancaire, soit 3 571,42 € selon les nouveaux standards, et non pas être en plus pauvre. Vous voulez réussir en France? Bon, mais en quoi pensez-vous être utile à la République? De Lanstel, se prenant pour le préfet de police de Paris, et ça marche bien comme moyen d'intimidation, car tu sens soudain un courant d'air glacial ébouriffer ta mèche et balayer toute ombre de pertinence dans la réponse. Tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu pourrais apporter à la France, puisqu'elle a déjà tout, dis-tu à la dame, dont la bouche se contracte des deux côtés, et en laissant entrevoir ses dents. Tu penses alors à ta qualité principale, qui te vient tout droit d'une éducation communiste, l'art de faire semblant. Tu te remémores quelques-unes des compétences liées à cette discipline. A. Faire semblant d'être communiste. B. Faire semblant qu'il n'y a pas de problème devant les voisins du palier. C. Faire semblant d'être sobre devant ta mère. Et D. Faire semblant d'être morte dans un spectacle de fin d'année. En somme, aucune qui mérite d'être prononcée à voix haute. Tu lui réponds que tu espères apprendre qui tu es afin de mieux comprendre ton identité et la lui offrir, ajoutes-tu ébauchant une révérence. La dame lève les yeux au ciel et sans mot dire te dresse une liste de documents à fournir composés entièrement de mots inconnus. Tu en choisis un au hasard et demandes avec enthousiasme ce qu'un RIB veut dire, à la suite de quoi le bureau de la dame se met à trembler, puis elle commence à gonfler comme un ballon au-dessus de ta mèche ébouriffée, si longuement que tu as l'impression qu'elle triple de volume, puis te propose dans un râle semi-humain de revenir au guichet de la préfecture quand tu auras appris le français. Enfin, elle balance le dossier dans ta mèche et t'ordonne de laisser la place en te laissant au sol aussi face aux énigmes linguistiques. Tu as beau relire le mot « rib », la seule chose qu'il t'évoque, c'est un poisson, un riba en bulgare, et un court instant, tu imagines revenir avec un brochet pêché dans la Saône ou au moins une boîte de sardines à échanger contre le droit de séjourner sur cette nouvelle planète curieuse. C'est presque dommage de voler du temps à la conversation avec vous, mais on s'était dit que dans un festival de traduction, parce que je me suis aperçu que la plupart d'entre vous, je pense, vous comprenez le français, que c'était donc le cas de lire directement la traduction, mais pour les autres traductions, peut-être qu'on demandera, ou je vais en faire plus pour les autres extraits, un petit résumé. Ça, donc, je vais relire en italien pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris les superbement plus beaux français d'Elisa Georgieva par rapport à mon italien. Mais déconner, c'est donc dans la traduction qui se passe parfois quelque chose. J'hésitais là même, juste à vous demander peut-être une question de laboratoire de traduction, parfois ouvrir le laboratoire pour l'université phare. L'université Faro, mais c'était... L'université phare, c'était à traduire comment? C'est juste université phare, la grande université ou l'université prestigieuse, l'université... Université phare. Università phare. Oui. Juste ça? Oui. Ok. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est une université qui existe pour de bon, l'université phare? À Lyon, il y a une université qui s'appelle Lumière, alors on pourrait imaginer que c'est la même. Ah, c'était de Lumière à phare, voilà un cas où le traducteur n'a pas compris. Voilà, je ne sais pas si je vais tricher e faire semblant de l'avoir compris, mais non. Allora, è da ore che continui a trasformarti, prima in una rana, poi in una scultura del tardo Rinascimento, un po' come quella davanti a te, che arricchisce l'ingresso della prefettura di Lione con il suo enorme portone nero e raffigura Pierre Dupont, a detta del grande dizionario enciclopedico Larousse, un famoso chansonnier dell'Ottocento. In mezzo ad altre sculture congelate stai ripassando il tuo bel discorso filo repubblicano. Appoggiata sul piede destro, ti sei persino un po' assopita,
ma la posizione è pur sempre degna di una modella d'arte, tanto che nel dormiveglia mediti sulla possibilità di restare professionale e tenere la posa. La Francia è piena di poeti e di pittori e in fondo far loro da modello è un mestiere come un altro, un mestiere che presuppone di essere nuda, certo, ma anche di essere flessibile e soprattutto paziente, cosa di cui ora sai di essere capace. Anzi, ti trovi di una pazienza addirittura esemplare quando senti che qualcuno ti dà dentro con il gomito una volta, poi un'altra ancora, al punto che ti chiedi se sia permesso molestare così una modella rimasta diligentemente al freddo per ore. Alla fine ti svegli e constati che A. Sei vestita, B. Sei davanti alla prefettura di Lione, C. Finalmente è il tuo turno, come ti dice dalla coda una sconosciuta senza cattive intenzioni ma con una punta di invidia, dal momento che lei dovrà continuare ad aspettare al freddo come una scultura angosciata. La scrivania dell'ufficio è posta su una pedana, il che ti meraviglia. Forse che a una certa ora la prefettura si trasformi in un luogo di spettacolo con tanto di palco? Fatto sta che la signora è seduta molto più in alto di te, come in Brasile, il tuo film preferito. Con un certo distacco ti chiede le ragioni che ti hanno spinto a venire in Francia e quanto tempo intendi restarci. Ti lanci allora nel tuo discorso, preparato con l'ausilio del grande dizionario Larousse e del suo fratellino, il Petit Larousse del saper vivere. Ma più la signora aggrotta le sopracciglia, più le informazioni apprese ti si confondono nella testa e ne escono tutta la rinfusa. La Francia è il paese della libertà, del formaggio e dei tram parlanti. Un paese dove la moda è senza tempo e dove non ci si lecca il pollice per separare e contare le banconote. Poi, per esempio, è un paese con più di 80 milioni di amici, cioè di animali domestici, di cui 10 milioni sono gatti, 8 milioni cani e il resto è ripartito tra pesci, piccoli roditori, uccelli e tartarughe. Insomma, la Francia non è come la Bulgaria, è un paese dove tutto è favoloso come nel mondo di Amélie. E inoltre è un paese dove tua madre non c'è. Si lavora solo 35 ore alla settimana e nessuno getta la spazzatura dalla finestra. Eppure sono stati il caso o un errore amministrativo a portarti in questo paese meraviglioso. Il tuo razzo fortunato è stata l'ammissione alla prestigiosa università, alla Università Fara. E da non dimenticare che la Francia è dotata anche di numerosi pittori e poeti come La Fontaine, il Molière e la Sylvie Vartan, fra l'altro bulgara come me e soprattutto cantante preferita di mia nonna. E cerchi di aggiungere un tocco personale, spieghi di aver deciso di studiare arti dello spettacolo, quale scelta migliore dato il contesto, dal momento che hai 9 mesi e 2 giorni per dimostrare a tua madre di essere una persona seria, che in Francia puoi trovare un lavoro e addirittura avere successo, anche perché altrimenti te ne ritornerai al tuo paese con i tempi di un Ulisse super veloce. La signora della prefettura fa un movimento dalla testa quasi impercettibile e in uno slancio di ottimismo la interpreti come la manifestazione dei suoi ossequiosi e distinti saluti, o perlomeno come un parziale ammorbidimento nei tuoi confronti. Ma in realtà no, non è affatto contenta. L'unica cosa che dovevi fare era mostrarle la tua iscrizione alla prestigiosa università, ma ora che hai aperto questa falla, la signora decide di ricacciartici dentro. Ti ricorda che sei una studentessa straniera e secondo le regole della Repubblica in vigore non hai il diritto di lavorare durante il primo anno di studi. Non solo, ma devi anche partire dal tuo paese essendo già in possesso di un conto bancario intestato a suo nome con su la cifra minima di 25.000 franchi, corrispondente a 3.571,488 euro secondo i nuovi tassi di cambio e non invece venire fin qui e per di più essere povera. Dice di essere arrivata in Francia per avere successo, va bene, ma in che cosa pensa di poter essere utile alla Repubblica? Ti chiede la signora spacciandosi per il capo della polizia di Parigi e gli va riconosciuto che come mezzo di intimidazione funziona alla grande, perché all'improvviso senti una corrente d'aria gelida a scompigliarti il ciuffo e spazzare via ogni vago alone di pertinenza nella tua risposta. Se non sei sicura di cosa potresti apportare alla Francia, dici, è perché la Francia ha già tutto. E subito vedi le labbra della signora contrarsi lasciando intravedere i denti. Pensi allora alla tua principale qualità, diretto lascito di un'educazione di stampo comunista. L'arte di far finta. Ricapitoli alcune delle competenze correlate a questa disciplina. Far finta di essere comunista, far finta che non ci siano problemi con i vicini di Pianerottolo, far finta di essere sobria con tua madre, far finta di essere morta in un spettacolo di fine anno. Insomma, niente che valga la pena di rivendicare adesso ad alta voce. Dunque le rispondi che speri di imparare a conoscerti per ciò che sei, in modo da comprendere meglio i punti di forza della tua identità. E poi offrirglieli, aggiungi abbozzando un inchino.
La signora alza gli occhi al cielo e senza dire una parola stila una lista di documenti da fornire. È interamente composta da parole sconosciute. Ne scegli una a caso e non senza entusiasmo chiedi cosa significhi RIB. L'inattesa conseguenza è che l'ufficio si mette a tremare. La signora, là in alto, sopra il tuo ciuffo scompigliato, inizia a gonfiarsi come un pesce palla e va avanti talmente a lungo da darti l'impressione di essere triplicata di volume. Poi con un rantolo ormai semi-umano ti propone di ripresentarti allo sportello della prefettura soltanto dopo che avrai imparato il francese. Infine ti lancia il dossier dritto contro il ciuffo mentre ti intima di andartene, lasciandoti sola a tentare di risolvere i tuoi misteriosi enigmi linguistici. Per quanto la leggi e la rileggi, l'unica cosa che la parola rib ti fa venire in mente è un pesce, riba in bulgaro, e per un breve istante ti balena in testa il tuo prossimo ritorno in quell'ufficio, con in mano un belluccio pescato nella saona o almeno una scatola di sardine da barattare in cambio del diritto di soggiornare su questo nuovo, curioso pianeta. Ecco. C'était plus beau en français, mais d'abord, parce que j'avais compris que c'était l'université phare, pour dire la grande université prestigieuse. Je n'ai pas pensé à l'université Lumière de Lyon. Vous pourrez penser, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Je préfère toujours essayer d'y arriver à interpréter les textes tout seul, mais si on le publie, je vais vous poser des questions, quand même, certainement. Et juste une question que j'avais intention de vous poser plus tard, mais là m'a un peu monté. Moi, j'étais expatrié à mon tour pendant une douzaine d'années de ma vie, et après je suis retourné en Bulgarie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, vous a jamais traversé l'esprit? Qu'est-ce que c'est la relation que vous avez maintenant avec votre pays d'origine? C'est un pays où je retourne toujours parce qu'il y a ma famille qui est toujours là-bas. C'est un pays qui traverse en ce moment un moment compliqué parce que prend des dérives un peu autoritaires dans la manière de gouverner, et donc c'est un tout petit peu compliqué, mais j'ai beaucoup d'amis, j'aime beaucoup retourner, et voilà, donc je n'exclus pas, enfin je ne me dis pas que je vais y retourner puisque c'est vrai que là ça fait très longtemps que je vis en France, mais en tout cas j'aime bien être entre les deux, quoi. Plus souvent en France, mais j'aime bien l'idée que je peux y aller et revenir. C'est plutôt comme un mouvement que je vois les choses. Ok. Donc, vous arrivez à gérer l'existence dans les deux pays, vous y retournez souvent, parce que je sais qu'il y a parfois des gens comme vous, ou comme moi, des expatriés, qui ont du mal à rentrer pour un somme de mélancolie, parce que parfois on préfère, comme d'ailleurs dans certaines relations, couper tout pour ne pas avoir à gérer aussi un passé qui peut devenir lourd, et c'est bien de savoir que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans votre livre, on a déjà abordé les sujets de l'ironie et de l'humorisme, mais je trouve que c'est vraiment assez exceptionnel, ça c'est très rare de réussir à arriver à parler même du côté tragique de l'existence, et aborder des thèmes, des sujets qui ont une gravité sociale évidente, avec cette toucher humoristique. Et entre autres, je pense à un écrivaine qui a parlé de son deuil paternel, dans un livre qui est tout à fait beaucoup drôle, que j'ai vu mentionner, qui s'appelle Impoli, et que j'ai vu mentionner dans les remerciements de l'Odyssée des filles de l'Est. Est-ce que vous avez relation avec elle? Est-ce qu'il y a des écrivains français, entre autres, qui vous inspirent dans cette direction, que vous trouvez puisse être une source d'inspiration pour vous dans cette direction de l'écriture tragique et humoristique à la fois? Alors, j'aime beaucoup le livre d'Anne Poli, qui est plus triste que drôle, même s'il est très drôle. Enfin, elle a une manière d'écrire, ça s'appelle Avant que j'oublie, et donc c'est aussi publié en italien. Oui, c'est publié en italien. Par vous. Et c'est vrai qu'elle arrive à nous faire rire et à nous faire pleurer dans la même phrase. C'est quelqu'un qui est très très fort justement dans le... En plus, elle emploie plein d'expressions différentes qui sont très très tentées, et donc je trouve ça très intéressant. Donc j'aime beaucoup ce roman. Après, dans l'humoristique, alors c'est marrant parce qu'en fait en France, il n'y a pas, justement, on parlait de ça récemment, et c'est vrai que les livres qui seraient
que drôle. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'aime pas tellement ça en France, j'ai l'impression. Enfin, c'est des fois un peu considéré comme un peu un sous-genre. La comédie, c'est toujours, enfin, les grands romans sont toujours un peu tragiques, quoi. Et alors, bien sûr qu'il y en a. Par exemple, moi, j'aime beaucoup citer La vie devant soi de Émile Ajar, de Romain Gary, mais voilà, donc je trouve que c'est un livre qui, par exemple, est exactement dans cet endroit-là, qui est à la fois très 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 drôle quand même, et en même temps pour raconter une réalité extrêmement dure, et surtout à la fin de vie de quelqu'un, enfin cette relation entre l'enfant et sa mère d'adoption, qui est très très touchante, quoi. Donc c'est un roman qui est un peu comme celui d'Anne Poli, hein, nous fait un peu balader dans la même phrase, on peut expérimenter plusieurs nuances d'émotions. Voilà, donc j'aime beaucoup ces écritures-là. Après, par exemple, j'aime beaucoup le premier roman de Monique Wittig qui s'appelle L'Opoponax. C'est un roman qui a un peu disparu de l'horizon et qui a été on en reparle maintenant depuis quelques années. Et c'est un roman qui est écrit du point de vue de l'enfance et qui est très expérimental dans la forme. C'est vraiment un roman, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation, et on a l'impression qu'on court avec les phrases qui ne s'arrêtent jamais, et où il y a très librement un changement des pronoms aussi, où elle passe de elle à je, et donc on met du temps à comprendre que c'est la même personne, mais je trouve cette liberté très rare en fait. Donc c'est un roman qui m'a beaucoup inspirée aussi. Très intéressant. Je l'ai marqué, je ne le connais pas. Je vais vérifier s'il était, peut-être que quelqu'un dans la salle le connaît, s'il était déjà publié en italien. Ça, c'est l'éditeur d'un mois qui parle. Et au-delà du côté, disons, humoristique, aujourd'hui, sur cette même scène, on a parlé de la littérature engagée d'un point de vue social. Donc, vos thèmes, vos livres, les sujets sont tout à fait des sujets sociaux. On pourrait dire quel sujet n'est pas vraiment social, n'a pas des implications politiques, mais dans le cas de l'Odyssée des filles de l'Est, c'est tellement fort que je me demande si vous avez, de ce point de vue, un avis. Est-ce que la littérature, selon vous, peut avoir un rôle dans la société pour changer la société et pas simplement divertir les lecteurs ou les amuser? Alors forcément, moi, je n'ai jamais envisagé l'art uniquement comme un divertissement. Après, est-ce qu'aujourd'hui la littérature peut changer? Bon, moi, des fois, je peux être un peu pessimiste parce que je suis consciente que le nombre de lecteurs diminue et que la vie de cette femme sur laquelle j'écris n'a pas vraiment changé depuis. Mais on peut éventuellement contribuer à changer un tout petit peu le regard, éventuellement, encore une fois, sur, par exemple, sur les travailleuses de sexe. Moi, ça a été vraiment le point de départ de ce roman, avant finalement de parler de mes petites situations à la préfecture. Au tout début, je voulais plutôt parler de ça, du parcours d'une femme bulgare en France, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans les années 2000, il y avait beaucoup de prostitution en provenance d'Europe de l'Est, et 24 ans plus tard, je me rends compte qu'il n'y a toujours pas eu de récit sur elles, de récits de leur point de vue, ou en tout cas de quelqu'un qui se serait un peu rapproché. Et comme il n'y a pas beaucoup de récits de prostituées étrangères tout court, c'est normal, elles ne vont pas parler la langue, elles ne vont pas pouvoir se raconter comme ont pu le faire d'autres, notamment Griselide d'Israël, qui est par exemple un très bel exemple, mais qui malheureusement est très... on ne peut pas avoir la même chose quand on doit être anonyme, quand on se cache, et on n'a pas ce privilège de pouvoir le faire. Donc c'est ce qui a fait aussi que je me suis sentie autorisée à un moment donné, aussi parce que j'ai réellement un peu traîné dans des milieux plus squats féministes qui connaissaient des associations qui accompagnaient les prostituées. Donc par ce biais-là, j'ai dû déjà traduire plusieurs fois des femmes, et donc j'avais rencontré, je connaissais un tout petit peu à quoi ressemble la vie ou le parcours d'une femme qui vient d'Europe de l'Est. Donc l'idée était vraiment, oui, de raconter ça, aussi de faire entendre un récit qui ne va pas être, encore une fois, dans
victimisation. Parce que souvent, quand on parle de prostituées, on peut aussi vouloir dire que c'est forcément des victimes ou des femmes qui ne savent pas se défendre. Or là, moi, la personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui a vraiment un caractère, une grande gueule, d'ailleurs, encore une fois, c'est quelqu'un qui est assez drôle, qui est très politisé. Elle vient d'une minorité turque, ça raconte du coup aussi quelle est la place d'une femme turque en Bulgarie et aussi les raisons pour lesquelles on pourrait vouloir s'en aller. C'est parce que la violence d'État, elle est aussi, existe évidemment chez nous. Donc voilà, ça permet un peu de raconter toutes ces complexités et de voir que la prostitution, parfois, peut être une issue pour des femmes qui sont... qui ont une vie misérable et qui ont un regard déjà réducteur sur elles dans leur propre pays. Et c'est la raison sans doute pour laquelle elles continuent de vivre à l'étranger, d'être travailleuses de sexe, malgré même une fois qu'elles ne sont plus obligées de le faire. Donc voilà, c'était aussi une manière de revoir ces choix. Alors le mot choix est très difficile, mais en tout cas de revoir ces destins en dehors d'un récit uniquement vu comme, voilà, on parle toujours de la traite humaine, etc. Et en fait, non, parfois ce sont des personnes qui prennent des décisions, voilà. Je trouve que ça c'est très bien exprimé dans le livre. Là, j'ai allé récupérer une phrase dont il y a une première occurrence plus tôt, si je ne me trompe, vers la fin, où les personnages qui disent « je », donc je vais dire « vous dites », disons, jamais tu ne l'aurais rencontré en Bulgarie. Et c'est justement à propos de Dora, c'est comme même à quel point la situation où le personnage, la protagoniste se retrouve, qui peut avoir tout ce tournant même tragique justement, ou qui pourrait tourner vers le misérabilisme, ce qui n'arrive jamais. C'est même une ressource, là où le monde s'ouvre, jamais vous ne l'aurez rencontré en Bulgarie, c'est même une opportunité qui était donnée par ce moment d'émigration où on se retrouve tous ensemble. J'aimerais qu'on lise encore un passage, un extrait, vous en avez préparé, vous avez pensé donc au moins 2-3 autres passages. Si on a le temps, après, je voudrais vous poser une question à partir du passage du Gronet. Celui-là ? Oui, voilà. Gronet est une peste. C'est ainsi que Dora a surnommé Maria, qui n'est pas du tout sa belle-sœur, mais sa proxénète par procuration. Elle rapporte tout à Dimiteur, qui les appelle quotidiennement. Gronet ne s'aventure jamais à hausser la voix, ne s'aventure jamais à frapper Dora non plus. Gronet procède avec beaucoup de diplomatie pour que sa compatriote retourne tapiner, jour après jour, dans le quartier délabré de la gare de Perrache, leur nouveau lieu de travail, le seul autorisé pour les blanches de l'Est. En effet, Dora et Maria partagent le trottoir avec des filles d'un âge aléatoire qui parlent les langues slaves. On se croirait dans un office de tourisme des Balkans tenu par des adolescentes écervelées, peste Dora, pour tuer le temps. Les Françaises, elles, ont le monopole de 12e arrondissement, le centre-ville chic. Enfin, c'est toujours mieux que tapiner dans les bois. Gronet lui pique la plupart des clients en roulant fort les airs et Dora a tout le loisir de se perdre dans ses pensées apocalyptiques. Et quand elle travaille, les billets disparaissent dans la poche de Gronet, même si c'est grâce aux fesses de Dora. De son côté, Maria l'assure que cette somme-là sera transmise directement à son fils en Bulgarie et Dora ne peut que faire confiance. Les soirs où il ne se passe rien du tout, Dora s'amuse à faire des jeux de mots dans sa tête ou à dresser une liste imaginaire des passes afin de structurer son apprentissage. Elle en est à 3 différentes, la passe express, la passe où rien ne se passe, la passe mensongère. Elle ne la maîtrise pas encore. Il y a aussi Oui Oui Chérie, dont le vrai nom de pute est Priscilla, qui travaille de l'autre côté du quai. Dora étudie cet étrange animal au poil brun dont le profil lui échappe pour le coup. Oui Oui se pose tous les soirs sur des talons qui foutent le vertige, dénudés, même l'hiver, et Maria s'inquiète qu'elle n'aille pas attraper la méningite. Elle a son propre 4x4 et assez d'argent pour se faire des nichons aussi gros que 2 pleines lunes, pense Dora. Quand Oui Oui est de bonne humeur, elle ouvre sa portière et met de la samba et d'autres musiques de son pays et fait valser ses pleines lunes artificielles. Elle doit en être 18 000 pipes, ricane-t-on à l'Office du tourisme des Balkans.
Ça colporte aussi qu'elle a dû voler sa Jeep de merde et que c'est un sale pédé. Mais Dora a appris la comptabilité dans sa jeunesse turco-bulgare et on ne le lui fait pas à l'envers. Il y a un sacré bail que cette personne extraordinaire travaille sans proxénète. Et Dora se demande à son tour comment se débarrasser de dimiteurs. Il faudrait sans doute commencer par Grone, la peste. Donc, je vais le lire. Oui, je vais le lire en italien. Donc. Merci. Su Nasona, Nasona è una rompiscatole, così che Dora ha soprannominato Maria, la quale non è sua cognata manco per niente, bensì la sua protettrice per interposta persona. Maria riferisce tutto a Dimitar, che la chiama ogni giorno. Nasona non osa mai alzare la voce e nemmeno si azzarda a mettere le mani addosso a Dora. Nasona opera con molta diplomazia per far sì che la sua connazionale torni a battere ogni giorno nel quartiere malandato della stazione di Perrache, il loro nuovo posto di lavoro, l'unico ammesso per le bianche dell'Est. Proprio così, Dora e Maria condividono il marciapiede con ragazzi di età indefinita che parlano lingue slave. Sembra l'ufficio turistico dei Balcani gestito da adolescenti stordite, tuona Dora per ammazzare il tempo. Le francesi invece hanno il monopolio del secondo arrondissement, zona chic del centro. Vabbè, in ogni caso sempre meglio che battere nei boschi. Nasona le frega la maggior parte dei clienti arrotando pesantemente la R ed ora ha tutto il tempo di perdersi nei suoi pensieri apocalittici. E quando lavora i soldi spariscono nelle tasche di Nasona, anche se è grazie al sedere di Dora che li guadagnano. Maria, da parte sua, le assicura che quella somma verrà direttamente spedita al figlio rimasto in Bulgaria e Dora non può fare altro che fidarsi. Le sere in cui proprio non succede nulla, Dora si diverte a inventarsi giochi di parole nella testa, oppure a stilare una lista immaginaria delle passate per dare un senso più strutturato al suo percorso di formazione. Finora ne ha individuate 3 diverse: la passata lampo, la passata in cui non succede niente, la passata bugiarda, che però non padroneggia ancora del tutto. E poi c'è anche Sisi Tesoro, il cui vero nome da prostituta è Priscilla e che lavora dall'altra parte della strada. Dora la osserva, è una strana creatura, bruna, di pelo, di cui non riesce a cogliere il profilo. Sisi si inerpica tutte le sere in cima dei tacchi da capogiro, mezza nuda anche d'inverno, e Maria teme che le venga la meningite. Ha un suo fuoristrada e abbastanza soldi per farsi rifare le tette grandi come 2 lune piene, pensa Dora. Quando è di buon umore, Sisi apre la portiera del 4x4 e spara samba o altra musica del suo paese, facendo danzare le sue lune piene artificiali. Le malelingue dell'ufficio del turismo dei Balcani insinuano che sia arrivata già a 18.000 bocchini. Si vocifera pure che abbia rubato la sua merdosissima Jeep e che sotto sotto non sia altro che una gran checca. Ma Dora, che da giovane bulgaro-turca ha imparato la contabilità, non si lascia fregare. È da un bel po' che questa creatura straordinaria lavora senza protettore e insomma è forse giunto il tempo di iniziare a chiedersi come sbarazzarsi di Dimitar. E probabilmente sarà il caso di cominciare proprio da Nasona, la rompiscatole. Ecco, avant d'en lire les derniers passages, le dernier extrait sur la recherche du travail que je tenais à vous faire lire, 2 autres questions qui vont dans 2 directions différentes. Une, est-ce que dans votre relation entre votre travail dans l'audiovisuel, donc le cinéaste et l'écrivain, il y a parfois des sujets, des thèmes que vous pensez, ça j'aurais pu le faire, disons, mieux en le filmant plutôt qu'en l'écrivant, ou le contraire, ça je l'aurais écrit peut-être mieux, mais désormais vous êtes dans les projets d'un film, vous êtes dans les projets d'un livre, et avec cette question, est-ce que vous avez jamais eu la tentation de mettre un film, Les cosmonautes ne font que passer, ou l'Odyssée des filles de l'Est? Non, j'ai jamais voulu ça, même si j'espère qu'un jour quelqu'un va vouloir l'adapter au cinéma. Mais en même temps, je dis ça, mais je serais sans doute un peu réticente parce que je trouve que ce n'est pas le même objet en cinéma. Et donc c'est difficile d'adapter quand la moitié des choses reposent dans la manière de dire. Alors comment traduire ça par image? Forcément, il faut trouver plutôt des équivalents. C'est un peu comme traduire de la poésie pour moi entre 2 langues. C'est ça, chercher des images qui vont correspondre et qui vont traduire un univers. Donc c'est difficile.
Donc moi, j'ai pas toujours envie de... Enfin, là, j'ai pas eu l'envie de... En tout cas, c'est un peu comme la traduction. D'ailleurs, on m'a demandé, puisque j'écris directement en français, et là, par exemple, ce texte est en train d'être traduit, et on me demande, et pour les cosmonautes, c'était aussi un traducteur bulgare, et on me demandait pourquoi c'est pas moi qui traduis. Je trouve que c'est quand même tout un travail où il faut presque revenir sur les pas de la création, mais à trouver des équivalents, et du coup, c'est pas évident, même si c'est ma langue maternelle. Voilà. Donc, en revanche, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un 3e roman et pour tout vous dire, ça parle aussi quand même un peu de réalisateurs désespérés de documentaires, parce que désespérés puisque plus personne ne regarde le documentaire de création. Et en fait, c'est quelque chose que je voulais faire en cinéma. Et au final, j'ai décidé de plutôt écrire dessus. Donc c'est la première fois en tout cas que je prends un sujet, on va dire, et que je me dis, ça va être plutôt un texte. Okay. Voilà. Vous avez même anticipé l'autre question, que c'était justement sur la traduction, parce que si vous y êtes jamais essayé, parce qu'effectivement les passages d'un livre à un film, c'est une traduction tout à fait, traduction intersémiotique, ça c'est dit d'un point de vue technique, non? Et j'ai remarqué aussi les différences des tons qu'il y a parfois en regardant Notre endroit silencieux et en lisant les 2 livres que j'ai lus de votre écriture, c'est pas forcément le même ton. Il y a un même sujet, un même artiste, si vous voulez, même personne qui a créé ça, oui, une cohérence, c'est évidente, mais c'est comme si vous dédicacez une certaine partie, disons la facette même plus fulgurante et vivace à l'écriture, et une facette parfois même plus mélancolique à l'audiovisuel, dans les images. Il y a des très belles images qui évoquent des sentiments parfois un peu plus mélancoliques, je dirais. Mais, donc je reste juste sur la question de la traduction. En étant à Babel, vous n'avez pas traduit vos livres, donc vous n'avez pas... C'est ça que vous avez déjà répondu, mais est-ce que vous vous êtes jamais essayé dans la traduction de quelque chose pour le faire connaître, même peut-être du bulgare au français, dans les 2 sens? En tout cas, quand j'étais plus jeune, je travaillais comme assistante réalisatrice dans le cinéma et parfois dans des productions françaises en Bulgarie, donc j'ai pu traduire des scénarios et j'aimais beaucoup faire ça. J'aime beaucoup la traduction, enfin j'aime beaucoup ce travail, mais pas sur mes propres textes, voilà. Après, je dis que c'est quelqu'un d'autre qui traduit, mais il y a toujours un accord avec les traducteurs et l'éditeur en Bulgarie. Et en vrai, je participe quand même, je passe une dizaine de jours sur la traduction. Et il y a certaines choses que, surtout dans Les Cosmonautes, qui est un roman très familial aussi, enfin, c'est à travers une famille qu'on comprend les changements dans le pays entre le communisme et la transition démocratique. Et il y a des expressions qui appartenaient vraiment à ma famille, enfin, des manières de dire qui étaient très typiques et qui étaient typiques, mais pour ma famille et non pas pour tous les Bulgares. Donc forcément, dans ces moments-là, je pouvais intervenir et un petit peu corriger la traduction. Mais ça, c'est toujours bien passé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va donc lire ces derniers passages de l'extrait numéro 3 sur la recherche? Ils sont plus courts. Un bref extrait. Ils sont plus courts. Le 3, le 4. Si. Le 3 Bonjour 69. Oui. Bonjour 69 n'est pas une revue pornographique. C'est le journal des petites annonces de la région. Tu en as justement posté une pour trouver un job, même si tu sais bien que tu n'as pas le droit. Sur ce point, la dame de la préfecture avait été catégorique. Études slave CHR ménage est ta première phrase publiée en France qui gît tristement sur la page imprimée, tel un corps haché et oublié sur une route près de Varna. Elle t'a été insufflée par Lily qui a trouvé beaucoup de travail grâce à cette formulation et tu te demandes si préciser ses origines quand on cherche un travail est toujours une bonne idée. Le résultat est époustouflant. Ton nouveau combiné orange ne cesse de sonner. Tu as le droit à plusieurs appels anonymes de personnes qui, sans mot dire, respirent avec intensité et tu finis par croire que ton nouveau combiné est défectueux. C'est des mecs qui se branlent sur ton accent, te rassure Rada Goranova, mais tu la trouves vraiment trop cynique parfois. Un jour, enfin, une voix retentit, une voix de femme, chaleureuse et dynamique, et qui un autre souhaite t'embaucher,
pour le ménage donc, mais avant cela, elle aimerait connaître tes mensurations et les choses se gâtent. Tu dis que tu es capable d'entrer même dans une petite pièce car tu es très souple. La femme sympathique ricane et dit « Parfait pour la souplesse ». Tu demandes si elle t'a bien compris avec ton accent. Elle rit en disant que c'est toi qui as mal compris. Après un moment de perplexité, tu te mets à respirer avec intensité dans le combiné orange et ne trouvant aucun mot français de secours, tu décides de raccrocher. Tu repostes une annonce dans le journal en enlevant slave et ça se passe beaucoup mieux. Tu as dorénavant une montagne de chemises à repasser, plusieurs cuvettes de toilette à récurer et même le sol d'une bijouterie située place des Théaux où il ne faut pas jeter la poussière car elle est pleine d'or. À la fin de ce mois magique, tu as un terrible mal de dos et une somme d'argent assez maigrichonne. Quant à Lily, tu apprends qu'elle a donné ses mensurations. Par conséquent, elle travaille comme entraîneuse dans une boîte à champagne où elle gagne 5 fois plus d'argent que toi et finit régulièrement saoule. Je vais donc traduire brevemente. Buongiorno, sì, buongiorno. Bonjour 69 non è una rivista pornografica, è il giornale degli annunci della regione e per l'appunto è proprio lì che hai pubblicato il tuo per cercare lavoro, anche se sai bene che non dovresti. Su questo punto la signora della prefettura era stata categorica. Eccola qui la tua prima frase pubblicata in Francia. Studsa slava cerca pulizie. Se ne giace tristemente sulla pagina stampata come un corpo maciullato lasciato in mezzo a una strada dalle parti di Varna. Ti è stata suggerita da Lili, che grazie a questa formula pare abbia trovato parecchio lavoro, e ti chiedi se specificare le proprie origini quando si cerca un mestiere sia sempre una buona idea. Il risultato è sorprendente. Il tuo nuovo apparecchio arancione non smette di squillare. Ricevi diverse chiamate anonime da persone che, senza dire una parola, respirano con intensità e affanno e finisci per pensare che il telefono sia difettoso. Ma no, stai tranquilla, sono uomini che si toccano sul tuo accento, ti rassicura Rada Goranova, che va detto che a volte la trovi davvero troppo cinica. Finalmente un giorno una voce si fa sentire, è una donna calorosa e dinamica che vorrebbe sì assumerti per fare le pulizie, ma per prima cosa ha bisogno di conoscere le tue misure ed è lì che iniziano i problemi. Tu dici che sei in grado di entrare anche in una stanza piccola perché sei molto flessibile. La donna simpatica ridacchia e dice che è benissimo per la flessibilità, chiede se ti ha capito bene con il tuo accento, lei ride dicendo che sei tu a non aver capito. Dopo un attimo di sbarrimento sei tu che ti metti a respirare intensamente nel telefono, nell'apparecchio arancione e non trovando nessuna parola francese di salvataggio decidi di attaccare all'improvviso. Riposti un altro annuncio nel giornale, stavolta togliendo slava e va molto meglio. Ora hai una montagna di camicie da stirare, diverse tazze del water da strofinare e persino il pavimento di una gioielleria in Place des Terreaux, dove non si può buttare via la polvere perché potrebbe essere piena d'oro. Alla fine di questo mese magico hai un terribile mal di schiena e una somma di denaro piuttosto misera. Quanto a Lili, scopri che lei le sue misure le ha date. Di conseguenza ora lavora come intrattenitrice in un nightclub piuttosto chic dove guadagna 5 volte quello che guadagni tu e finisce regolarmente ubriaca. Voilà. Donc, je vous remercie encore beaucoup. On attend de savoir, ça serait la question qu'on pose dans ce cas, vous l'avez dit. Donc, je vous la pose. Il y a un troisième livre, un troisième roman, j'imagine. Vous en avez parlé un peu comme tel. Est-ce que vous avez juste envie de nous faire part de ce projet, de nous dire quelque chose, ou c'est trop tôt? Oui, c'est un roman. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc, enfin, pour l'instant, ça n'est encore pas grand-chose, donc je suis au début de l'écriture. Mais oui, je vous ai un petit peu dit, mais c'est pas enfin, j'ai toujours du mal à parler des livres avant qu'ils soient écrits. Bon, voilà, donc, bien sûr, en plus ça dépend. C'est pas pour faire du faux mystère. Voilà. Non, mais en plus ça dépend. La question, ça peut être vraiment pas. J'ai osé la poser parce que vous en avez parlé, mais parfois si on est à l'intérieur d'un projet, c'est peut-être trop tôt. Donc voilà, je remercie tout le monde ici de votre attention et je remercie surtout Eliza Georgiova de nous avoir expliqué son parcours d'artiste. Merci encore et félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Grazie Eliza, grazie Lorenzo, è stato un bellissimo incontro e Eliza è stata anche forse la
prima autrice che ho invitato, Movigné che era qua prima e Lizza, perché quando ho letto il libro è un po' questa storia di cui parlavano, questa difficoltà questa cosa di tenere in equilibrio un tema profondo, una profondità anche di pensiero e di entrare nel profondo della realtà e allo stesso tempo un umorismo, una leggerezza che penso abbiate colto bene perché vi sentivo ridere. E quindi l'avevo scritto e dalla casa editrice mi aveva detto adesso non può rispondere, sta finendo di lavorare, era in una residenza, quindi ho detto vabbè, non c'è problema, può rispondere quando vuole, tanto era tipo dicembre, non c'era tempo avanti, quindi poi fortunatamente quando poi lei ha finito e finalmente si è liberata di quel lavoro ha deciso di venire, quindi siamo molto contenti che l'abbia fatto e di nuovo molto contento io personalmente che Lorenzo abbia accettato di lavorare sui testi e di presentare l'incontro. Quindi grazie di nuovo. E per chi rimane poi stasera, appunto le celebrazioni per Casagrande e la collana CH, e altrimenti ci vediamo domani mattina alle 10:45, c'è un incontro con il fotografo che è il fotografo della mostra di Art Babel, Jürgen Netzger, e lui parlerà con Luca Fiore che è il curatore. Quindi poi magari chi non è stato ancora alla mostra, magari domani può fare un salto, la mostra sarà aperta allo spazio 5B, via Salvioni 5B, fino a sera. Bene, grazie e arrivederci.